nous échangeons entre nous dans les pays de la sous-région. Donc ça maintient un rapport commercial très solide qui serait basé sur un partenariat gagnant-gagnant. Donc, si nous prenons le commerce, nous pouvons dire aussi que le commerce est un facteur de paix parce que ça va harmoniser nos relations, ça va équilibrer alors notre consommation parce que un pays qui est en déficit d'une consommation, et il peut solliciter l'aide de son pays et l'aide d'un pays voisin notamment qui peut vraiment leur venir en aide pour mettre une situation d'échange entre eux. À l'instar de Montesquieu qui dit dans le contexte de l'échange commercial, si un pays a intérêt à vendre, l'autre pays a intérêt à acheter. Donc ça revient à l'explication qu'on avait annoncée en amont. Donc l'échange entre les pays est fructueux, ça doit instaurer quand même la paix. Si un pays a intérêt à vendre ses produits à un autre pays, maintenant cet autre pays-là aussi aura intérêt à acheter. Donc l'échange dans ce sens-là peut être un facteur de paix entre ces différents pays. Bien, nous arrivons à l'axe 2 de la réflexion qui est l'antithèse déjà, puisqu'en amont nous avons dit que le travail est un facteur de paix entre les pays. Et cette fois-ci, nous allons montrer que le travail est un facteur de tension ou encore un facteur de désaccord entre les nations ou encore entre les pays. Dans la société capitaliste, le travail est fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Il est donc source d'antagonisme. Ça, c'est une référence qui nous conduit directement au marxisme. D'abord, tout le combat de Marx et de son fidèle ami Engels était de défendre la cause du prolétariat. Voilà cette classe opprimée qui n'avait pas de conscience révolutionnaire, qui n'avait que sa force de travail à vendre aux bourgeois. Donc ce système d'exploitation de l'homme par l'homme est basé sur le conflit des idées, parce que l'idéologie dominante est toujours celle de la classe dominante, comme Karl Marx le dit, et l'idéologie dominée est celle de la classe dominée. Et l'idéologie dominante, déjà, elle est véhiculée par la bourgeoisie qui dispose les moyens nécessaires, c'est-à-dire les moyens matériels et financiers, pour maintenir toujours la pression sur le prolétariat. Donc, d'abord, il y a un rapport de production entre les prolétaires et la bourgeoisie. Donc, les prolétaires qui travaillent dans les champs, dans les ateliers, dans les fabriques, sont très mal payés, ils sont mal rémunérés parce que le travail, le labeur qui est effectué par ces prolétaires-là ne leur permettait pas de survivre. Donc, raison pour laquelle même la famille du prolétaire n'était pas épargnée du système d'exploitation. Parce que le prolétaire, ce qu'il gagne n'était pas suffisant, ça ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Alors, il serait obligé maintenant d'envoyer sa femme et ses enfants dans les fabriques, dans les ateliers, dans les usines des bourgeois pour pouvoir y travailler. Donc là, on va se référer sur Karl Marx, notamment dans sa conception du capitalisme. Donc cet antagonisme entre les classes, ça a été l'objet de la lutte des classes de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, parce que durant ces époques, il n'y a eu que la division sociétale, c'est-à-dire la division des sociétés en deux classes. Donc le bourgeois et le prolétaire tissent un rapport vraiment qui n'est pas basé sur le principe de la morale, parce que le bourgeois exploite le prolétaire jusqu'au dernier degré. Et le manifeste du Parti communiste
de Marx et de Engels témoignent cette exploitation-là. Donc là, on va se référer sur la lutte des classes pour édifier davantage cette antithèse. Parce qu'il y aura une tension entre les prolétaires et les bourgeois, parce que Marx va galvaniser, il va instruire les prolétaires à s'organiser. Et grâce à Karl Marx et Friedrich Engels d'ailleurs, et les prolétaires vont s'organiser et mettre en place la première ligue du mouvement ouvrier. Et par la suite, les ouvriers vont coordonner leur lutte à travers l'Europe, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne et un peu partout en Europe, partout où il y avait des ouvriers. Donc, dorénavant, ils vont coordonner leur lutte, s'organiser en un seul mouvement, et voire même en un mouvement syndical pour dénoncer, pour mettre à genoux la dictature du prolétariat. Parce que ces prolétaires-là, ce sont eux qui sont la masse ouvrière, c'est-à-dire toute la société était reposée sur le travail des prolétaires. Donc, on verra plus tard que Marx, dans son combat, il va être alors un pionnier dans ce sens-là, parce que grâce aux œuvres de Karl Marx, les bourgeois et les prolétaires vont prendre conscience. Parce que le manifeste du Parti communiste, comme le dit les prolétaires, c'était leur livre de chevet. C'est-à-dire, à chaque fois, avant de dormir, ils lisaient le manifeste du Parti communiste. Progressivement, alors ils ont nourri leur esprit par des idées révolutionnaires de Marx. Donc, dans l'antithèse, on va se référer sur la lutte des classes pour bien édifier ce passage-là. Donc, ici, on a pris l'exemple sur le rapport de production entre les bourgeois et les prolétaires. Donc, comme je l'ai dit, les bourgeois, donc, et ils disposaient les moyens financiers et matériels, et quant aux prolétaires, ils n'avaient que des forces de travail à vendre. Donc, ce rapport de production était basé sur l'exploitation de l'homme. Alors, en conclusion, nous allons dire qu'à la lumière de notre analyse, nous dirons que le travail par l'intermédiaire du commerce devient un creuset qui régularise le dialogue entre les partenaires commerciaux de par le monde. Alors, à travers l'Organisation mondiale du commerce, et les États, c'est-à-dire les pays, vont participer à une compétition sur le marché mondial. Donc, au cours de cette compétition-là, il y aura un dialogue, il y aura un rapprochement, il y aura un cadre d'échange entre les pays pauvres et les pays riches. Donc, cette interdépendance-là est obligatoire. Nous avons les pays en voie de développement ont toujours besoin de l'expertise des pays développés, c'est-à-dire des pays industrialisés. Et ces pays industrialisés aussi ont besoin de ces pays en voie de développement pour écouler leurs produits finis. Donc, obligatoirement, ce lien doit être consolidé. Mais c'est à la défaveur des pays sous-développés. Parce que les pays sous-développés n'arrivent pas à relever les défis du développement qui les incombent. C'est tout simplement dû à un système capitaliste qui va être vraiment déstabilisé par les capitalistes eux-mêmes. Donc c'est un moyen et une stratégie pour contenir les pays sous-développés à rester toujours sous le joug de la domination, sous le joug de l'impérialisme. Donc à partir du moment où l'Afrique arrivera à transformer sa matière première en produit fini, c'est ce jour-là qu'on va soutenir la comparaison. Peut-être que c'est ce jour que nous allons aussi rehausser notre épaule, comme quoi nous avons des produits, alors made in Africa, made in Mali, made in Sénégal ou encore made in Côte d'Ivoire. Maintenant, puisque le système capitaliste ne veut pas que l'Afrique amorce son système de développement, donc on est obligé de rester sous la domination alors des capitalistes, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel et traditionnel. Donc, en effet, le système capitaliste défavorise l'épanouissement des pays sous-développés qui sont en lien avec les puissances économiques. Donc, ces puissances économiques-là, comme on avait dit
la Banque mondiale, qui est un partenaire financier et technique de ces pays sous-développés, mais nous allons voir que généralement les crédits accrédités aux pays sous-développés sont payés très cher. Donc, avec ce système, l'Afrique ne s'en sort point. Pourquoi? Parce que les puissances économiques qui puisent dans les réservoirs des pays sous-développés, ils attendent que et la monnaie baisse de valeur. Par exemple, si c'est le dollar, ils attendent que le dollar baisse pour venir acheter leurs matières premières. Donc, après avoir acheté les matières premières, donc, leurs industries seront alimentées en matières premières et les produits finis qui vont sortir de ces usines-là ou encore de ces industries seront vendus aux pays africains très très cher. Donc, économiquement, on ne peut pas s'en sortir. Donc, ce système met à genoux la compétence économique de l'Afrique. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir de ce sujet-là. Je vous remercie.